Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le 19-20 pour une heure d'information que nous allons passer en partie ensemble. Il y aura d'abord le journal de la région Centre. En ce jour férié, l'édition des initiatives. Et puis à 19h30, l'information nationale et internationale dont voici tout de suite le sommaire. Une météo qui met le moral en berne. Week-end de la Pentecôte pluvieux et froid. Les professionnels du tourisme font déjà leur compte. Dans les vergers et dans les vignes, on s'inquiète pour la récolte. Dans l'édition nationale également, lundi de Pentecôte, journée de solidarité pour les personnes âgées. Dans les faits, seul un tiers des Français travaillent. Les entreprises sont libres d'adapter leurs contributions. Un système confus et complexe qui alimente le débat depuis 2004. Le point à 19h30. Juste avant, dans la partie régionale du 19-20, en ce lundi de Pentecôte, justement, le Cher célèbre sa patronne, Sainte Solange, avec un pèlerinage dans la commune qui porte son nom. Reportage dans un instant. Leurs supporters y croyaient et elles aussi. Il aurait fallu presque rien pour que les handballeuses de Fleury-les-Aubrais ne décrochent le titre de championne France. C'est Metz qui l'a emporté hier soir. Nous reviendrons sur cette soirée en images et avec nos invités. Et puis nous irons à Tours pour un tournoi qui rassemble les meilleurs joueurs d'échecs de France, les meilleurs jeunes même. Stratégie, concentration, ça aussi c'est du sport, vous le verrez. Lundi de Pentecôte, synonyme donc de week-end prolongé pour beaucoup d'entre vous. Mais d'abord une fête chrétienne et un jour important pour les croyants qui célèbrent l'Esprit Saint descendu sur les apôtres 50 jours après Pâques. Et dans le Cher, à Sainte-Solange, cette journée donne lieu à une cérémonie traditionnelle et toute particulière. Et tous les ans, plusieurs centaines de personnes participent à ce pèlerinage en hommage à la sainte patronne du Cher. Cette année, malgré la pluie, de nombreux berrichons ont fait le déplacement pour montrer leur dévotion. 200 personnes environ. Retour sur l'événement avec Héloïse Brusa et Louise Simondé. C'est le même rituel depuis 502 longues années. Pour honorer Sainte-Solange, il faut partir groupé au pied de l'église Saint-Martin et faire une première halte sur l'ancien tombeau de la Sainte. Une jeune berrichonne très pieuse, décapitée par un amant et conduite à la fin du 9e siècle. 1,5 km plus loin, la procession est dissoute et la messe peut commencer. Une messe forcément spéciale car dédiée à la sainte patronne du Berry et ouverte aux croyants comme aux laïcs. Tout le monde est invité si vous voulez. Donc oui, tout le monde a un petit peu sa place, au contraire, c'est un peu exceptionnel. Puis on retrouve des chants un peu traditionnels, un peu populaires, un peu folkloriques même à la limite. Parmi les invités les plus fidèles, la communauté portugaise. Spécialement habillée pour l'occasion, les familles en sont devenues les acteurs principaux depuis les années 60. Du fait des migrations, il y a une communauté importante qui s'est installée dans la région. Et donc, de ce fait, eh bien, notre croyance religieuse, eh bien, nous l'avons reportée sur Sainte-Solange. C'était le seul pèlerinage qu'il y avait en fait par ici, c'est pour ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc, du fait que ce pèlerinage existait déjà, eh bien, nous sommes venus le renforcer. Pour renforcer cette cérémonie, aujourd'hui, près de 200 personnes ont fait le déplacement. Des Indriens, des fidèles du Cher ou même de l'Allier, et surtout des jeunes. Avec le témoignage des jeunes pendant la procession qui s'est faite le long du parcours, oui, il y a des jeunes qui ont confirmé leur foi. Une foi au service de la légende de Sainte-Solange, une protectrice qui n'a cette fois-ci pas réussi à convaincre le ciel de laisser passer quelques rayons de soleil. En ce lundi de Pentecôte, les pèlerins étaient nombreux aussi à la cathédrale Notre-Dame de Chartres, l'un des hauts lieux du tourisme religieux en France. Et donc, c'était potentiellement une bonne journée pour Fernando et Yves. Depuis 10 ans, ils font la Manche au pied des apôtres de la cathédrale. Mais eux refusent de tendre simplement la main pour recevoir des pièces. Ils se considèrent à la fois comme des guides ou des gardiens de la cathédrale. Deux personnages atypiques qui séduisent plus d'un visiteur. Leur portrait signé Corinne Jean-Joseph et Didier Lepape. 10 000 visiteurs ce lundi de Pentecôte, un chiffre qui n'a pas échappé à Monsieur Yves, le chanteur romantique, et à Fernando, le chanteur portugais. Pour gagner beaucoup plus, ils ont décidé d'associer leurs talents et de partager leurs gains. Tiens, un aigle, un aigle. Ah, quelle joie, la joie de donner. Aimer, c'est tout donner. Égypte,
Parce que moi, je contrôle toujours les monnaies. Le talent de Fernando racontait aux visiteurs des histoires assez bluffantes au sujet des façades de la cathédrale. J'ai fait la façade, je l'ai scotché. Un joli truc. T'as vu, hein? Je me suis aperçu effectivement qu'il avait une bonne culture générale. Et, ah bah ouais, ça s'apprend, c'est comme un bouquin, quoi. Les gens, quand ils connaissent pas, on leur dit, bon, ici vous avez 3 portes, donc Nouveau Testament ici, portail royal, au nord, de l'autre côté, l'Ancien Testament, et à droite l'Apocalypse. Mais c'est complètement faux, parce que rien que sur cette façade, il y a les 3 déjà. Sa tchèque biblique lui rapportera en moyenne 20 € par jour et peut-être le double les jours de fêtes religieuses, mais ça reste tabou. La Manche, c'est comme un magasin. Je suis commerçant, le matin j'ouvre mon magasin, les gens ils rentrent et ils sortent, mais on ne sait pas s'ils achètent ou pas. Et là c'est pareil, c'est le même principe. On force personne, on ne demande rien à personne. On est là, on chante, on rigole, bon, on fait ce qu'on a à faire. On reste dans la bonne humeur, la joie. Son talent à lui, sa voix et ses fleurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Des atouts particulièrement appréciés par les touristes. Il faut dire qu'avec Monsieur Yves, la barrière de la langue n'est pas un problème. On s'adapte. Vous savez, on parle pas en baragouin. c'est-à-dire le Seigneur devait s'adapter. Vous savez que la tour de Babel, c'était toute une histoire de confusion. Eh bien, on essaye de s'adapter avec les langues, voyez. Mais surtout le sourire, vous savez, c'est tout l'or du monde. En 10 années de mendicité, ces hommes ont réussi à se faire une vraie place au pied des apôtres de leur bien-aimée Notre-Dame. Dans le coin de Notre-Dame, oh oh, le vent c'est comme l'amour, on ne sait pas d'où il vient. Et notre cathédrale, elle est pleine d'amour, c'est pour ça qu'il y a toujours du vent. Il y avait ce matin une cérémonie du souvenir, de la résistance et de la solidarité à Chailles dans le Loir-et-Cher. La médaille de Juste parmi les nations a été remise aux descendants d'un couple qui avait caché une famille juive pendant la guerre. De 1941 à 1945, Ernest et Yvonne Maurice ont recueilli chez eux 3 petites filles que leur mère souhaitait mettre à l'abri. Aujourd'hui, ces petites filles sont mères et même grand-mères. Aujourd'hui, c'est le petit-fils du couple qui a reçu cette médaille honorifique. Reportage Amélie Lepage, Sylvain Adler. Et je me souviens avoir entendu Pépère dire à mes mères, tu le sais que si on prend les petites, on nous prend tous aussi. Elle a dit, bah, bien sûr que je le sais. Pépère et mes mères, Ernest et Yvonne Maurice. Monique et Nelly le savent, c'est à ce couple d'agriculteurs qu'elles doivent leur vie de petites filles juives. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'elles assistent à cette remise de médaille des Justes parmi les nations. Mes grands-parents, si vous voulez, ils étaient tellement humbles qu'ils m'ont jamais expliqué ce qu'ils ont fait de merveilleux pour ces 3 petites filles, en fait. Hein. Et même après, ils en parlaient très peu. Ce qu'ils ont fait, c'est offrir une enfance à Nelly et ses sœurs. Dans cette ferme de Villelouette, les petites filles ont ri, joué, se sont disputées. Des souvenirs insouciants qu'elles chérissent d'autant plus qu'aujourd'hui, elles connaissent la vérité. Qui c'est là? Parmi les millions de juifs, les 6 millions de juifs qui ne sont pas revenus, il y a 38 membres de notre famille qui ne sont pas revenus non plus, dont une sœur de maman avec ses 6 enfants. Même nous on s'en rendait pas compte et on leur doit énormément. Hein. C'est important que les enfants sachent que s'ils sont en vie, hein, c'est parce que il y a eu une grand-mère qui est restée vivante grâce aux gens qui l'ont cachée. Hein. Des paroles qu'enfants et petits-enfants écoutent attentivement. Je suis pas sûr que j'aurais pu faire aussi bien qu'eux, de mettre en danger les miens pour d'autres comme ça. Je trouve ça fantastique. Et je sais pas comment faire, mais je les remercie. Ça. Début 2012, 3513 Justes avaient été retrouvés en France. D'autres resteront anonymes, mais tous serviront de modèle à l'humanité. On va parler de sport à présent et on va revivre ensemble la soirée des handballeuses de Fleury-les-Aubrais qui affrontaient Metz en finale retour du championnat de France élite. Elles y croyaient très fort avec 5 buts d'avance après le match aller. Leurs espoirs se sont envolés dans les toutes dernières secondes de la rencontre pour un petit but qui les a privés des tirs au but. C'est donc Metz qui a décroché hier soir son 18e titre national sur le score de 27-21. Un seul but d'écart donc fatal aux joueuses de Fred Bougeant qui s'était imposé de 5 buts au match aller. À la
Les équipes étaient à égalité, 14 partout, et rien ne laissait présager d'un tel renversement. Mais les Fleurissoises plus fébriles ont laissé les Messines revenir dans le match pour échouer si près de la consécration. C'est une grosse déception, bien sûr, pour les Panthères et pour tout leur club, pour leurs supporters aussi. Une centaine d'entre eux avaient fait le déplacement en Lorraine et les autres, bien qu'à distance, n'ont pas perdu une seule miette de ce match. À Orléans, les supporters fleurissois ont assisté à distance sur les écrans de télé à la défaite de leur équipe. De l'espoir au désespoir, récit de cette soirée avec Christelle Chapiotin et Mérac Movsission. La place de Loire n'est pas si calme qu'il y paraît. Dans ce restaurant orléanais, on mange à guichet fermé pour cause de finale de handball. Les contraintes et les opportunités familiales m'ont fait rester ici et en fait je trouvais assez agréable de venir partager avec une partie des supporters ici à Orléans. Ouais, je trouve que c'est bien. C'est quand même un moment exceptionnel. Après voilà, les supporters ça crie, ça y est. Bravo. Environ 130 convives qui savourent un match de qualité, qui dégustent une première mi-temps très équilibrée. Les Panthères semblent avoir mangé du lion, 14 partout à la pause. Jusque-là, tout va bien. Allez Daniela! Là on va gagner, hein, c'est sûr. Je suis là pour alors. Alors on pousse son équipe, mais la suite de la rencontre est un peu moins digeste. Metz grignote son retard et prend les devants. Il ne faut pas plus de 5 buts d'écart. 17-15, ça va. 23-19, zone dangereuse, mais on y croit toujours. 27-21, le titre s'éloigne. Si elles n'y arrivent pas, elles y arriveront un jour, c'est clair. Mais il faut y croire là. 11 secondes pour marquer un but. Un dernier échec au tir, c'est la fin de l'aventure qui laisse un goût amer. C'est rageant, c'est monstrueux. Mais bon, elles ont fait un super parcours. Le meilleur, c'est pas de gagner ni de perdre, c'est de jouer, c'est de s'amuser avec les autres. La bonne surprise, la vraie révélation, c'est qu'aussi on a vu qu'il y avait un public à Fleury, à Orléans, il y avait beaucoup de monde derrière les Panthères et ça fait chaud au cœur, c'est très bien. Déçu certes, mais prêt à remettre le couvert la saison prochaine, toujours derrière les Panthères. Nous en rejoint sur ce plateau Nyondiane Nyombla, joueuse de Fleury-les-Aubrais, et le président Jean-Pierre Gontier. Merci d'être avec nous ce soir. Un lendemain de défaite, c'est pas forcément évident, mais merci d'être là. Ça vous fait quoi, Nyondiane, de voir ce reportage avec tous les supporters qui étaient derrière vous, même à distance? C'est sûr que ça fait chaud au cœur. C'est toujours décevant de perdre une finale, surtout avec ce scénario, mais on voit quand même qu'il y a du public derrière nous. Le public, les supporters, la ville aussi, vous avez été reçus tout à l'heure à la mairie, en grande pompe, on va voir quelques images. Qu'est-ce que ça vous inspire ce moment? C'est vrai que toutes les institutions sont derrière nous, donc ça peut que nous pousser à aller au plus haut pour l'année prochaine. Jean-Pierre Gontier, qu'est-ce qui s'est passé pour que Fleury, qui partait avec 5 buts d'avance, se retrouve finalement échoué si près de la victoire? Je pense le manque d'expérience. C'était notre première finale. En face de nous, on avait une équipe qui a déjà remporté 18 titres de champion de France. Une équipe qui sortait d'une finale de Coupe d'Europe, bien que perdue, qui est au plus haut niveau européen. Donc je pense que notre équipe est jeune, il ne faut pas se rappeler que l'an dernier, on luttait d'une autre façon pour se maintenir dans cette division. Donc je pense qu'on a monté une marche, on a appris et quand on apprend, on devra avancer. Il y a un an, à la finale d'un championnat un an après. En analysant depuis 3-4 ans ce qui se passait, il y avait sûrement des dysfonctionnements tant au niveau du management de l'équipe, des structures du club, et puis on a appris et effectivement, les résultats sont venus, peut-être même un peu vite. On n'avait pas prévu cet objectif. Alors justement, on va revenir en images sur cette saison à Fleury-les-Aubrais pour résumer du travail, encore du travail. C'est préparé par Alain Eutre. Regardez. C'était il y a tout juste un an, mais c'était une toute autre époque. À la fin de la saison 2011-2012, Fleury n'obtient son maintien en première division qu'à l'ultime journée de la poule des Plaies-d'Armée. Un échec pour l'entraîneur du moment, Christophe Maréchal, licencié quelques jours plus tard. Bienvenidos à Fleury. Changement de staff et bouleversement dans l'effectif. À l'été 2012, Fleury apprend l'espagnol et voit débarquer un contingent de joueuses expérimentées, poussées vers le nord par la crise économique qui frappe la péninsule ibérique.
On a été opportuniste parce que tout le monde connaît la situation financière en Espagne. Et donc, recruter Béatrice Fernandez il y a quelque temps, c'était carrément utopique. Avec son armada étrangère, Fleury s'installe rapidement dans le haut du classement du championnat et réussit un très beau parcours en Coupe de la Ligue en battant Metz en quart de finale avant d'échouer face à Nîmes en demi. Cette réussite crée d'ailleurs quelques jalousies. On parle beaucoup des moyens financiers offerts par l'ambitieux président du Fleury Loiret Handball. Je vous donnerai le budget à la fin de l'année. Si on est premier, ça ne sera peut-être pas le premier budget, mais on a un budget pour pouvoir être compétitif. Au bilan final, ce budget, probablement aux alentours du 1,5 million d'euros, aura permis de jouer un quart de Coupe de France, une demi-finale de la Coupe de la Ligue, une finale de championnat et la saison prochaine, la Coupe d'Europe EHF. Justement, Jean-Pierre Gantier, comment vous envisagez cette saison prochaine, la France et l'Europe? Bien, avec d'abord une grande stabilité dans l'effectif, qui va être légèrement remaniée, mais de très peu, avec une joueuse supplémentaire parce que la Coupe d'Europe va faire un enchaînement des matchs importants, une grande stabilité économique, j'allais dire, l'an prochain, tout doit être stable et prêt pour la Ligue des Champions, avec simplement une interrogation ce soir. On ne sait pas où on jouera notre Ligue des Champions, j'espère qu'on n'ira pas dans une autre ville parce qu'on n'a aucune salle homologuée pour faire la Ligue des Champions. Et ça, c'est, j'allais dire, la seule incertitude et angoisse qu'a le président et son bureau. Nurziane, vous serez là la saison prochaine? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'on vous souhaite avec Fleury alors pour cette saison qui vient? De gagner ce titre de champion de France. Effectivement. Et plusieurs titres, bien sûr, plusieurs titres, ça c'est une certitude, mais que du bonheur et puis surtout jouer c'est vivre, comme dit mon entraîneur. On vous donne rendez-vous alors dans pile un an, vous revenez nous voir avec le titre, pourquoi pas? J'espère vraiment. C'est sûr. C'est sûr, le président a dit c'est sûr. On va envahir le plateau l'an prochain. Très bien, venez à nombreux, le rendez-vous est pris, on compte sur vous maintenant, il faut tenir parole, d'accord? Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir été là et bravo encore à toutes les Panthères. On poursuit avec un tout autre genre de sport, c'est toujours du haut niveau, avec à Tours. Aujourd'hui, la finale du Top Jeune, c'est un championnat de France d'échecs par équipe pour les 8-16 ans. Et c'est la première fois que le club échiquier tourangeau accueillait cette compétition qui regroupait 128 concurrents. Reportage Patrick Ferré et Fight Bloom Uber. Pour la première participation de leur club à cette compétition, et qui plus est à domicile, les jeunes joueurs de l'échiquier tourangeau devaient être particulièrement motivés. Mais cela n'aura toutefois pas été suffisant. À l'issue de ces 3 journées, Tours se situe à l'avant-dernière place de sa poule et n'échappe donc pas à la relégation en National 2. C'était très compliqué parce que c'est la plus dure compétition d'échecs par équipe de France, jeune. Et je suis un peu en dessous des autres au premier échiquier, donc c'était dur. Et que c'est la première fois que Tours joue dans le Top Jeune, donc on apprend qu'il faut s'organiser, qu'il faut planifier, qu'il faut préparer les équipes et qu'il faut aussi s'appuyer sur un grand réservoir de jeunes pour pouvoir constituer une équipe qui pourra un jour évoluer en Top Jeune, oui. Le club compte une quarantaine de jeunes en formation, il en faudrait 2 ou 3 fois plus pour se maintenir dans une catégorie aussi élevée que celle du Top Jeune. Car en face, la concurrence est rude, avec des équipes comme Créteil, qui comptent en leur sein de jeunes prodiges. Originaire du Bangladesh, Fahim a décroché l'an dernier le titre de champion de France des moins de 12 ans, alors qu'il vivait à la rue avec sa famille, dont la demande d'asile avait été rejetée. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Je pense que je vais continuer à jouer aux échecs. Je ne sais pas si je vais en faire mon métier, mais je vais jouer. Je vais continuer à jouer. La semaine dernière, en Grèce, Fahim est devenu champion du monde des scolaires de moins de 13 ans. Quant à cette finale du Top Jeune, c'est le club de Mulhouse qui s'est imposé, mettant ainsi fin à 6 années de domination canoise. Voilà pour la partie régionale du 19-20 en ce week-end de Pentecôte. Pas d'édition locale, vous les retrouverez dès demain. À la place, tout de suite, le journal des initiatives et puis l'information nationale et internationale à 19h30. Moi, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous dis à demain.